Bonjour à toutes et bonjour à tous, l'honneur est aux dames pour les salutations. Je vous souhaite la bienvenue sur Footballagogie, le podcast où je pars m'éduquer en voyageant. Si jamais vous êtes égaré sur ce podcast, c'est la première fois que vous vous retrouvez là, je vous orienterai plutôt sur l'épisode précédent où je pars en Australie rencontrer l'histoire de Raphaël ou l'épisode suivant où je pars à la rencontre de Vasile sur différentes expériences de football en Europe, notamment en Moldavie, au Portugal ou en région parisienne. En ce qui concerne cet épisode, mon objectif, ça va être d'être un peu plus dynamique que d'habitude, un peu plus concis que d'habitude, où je peux notamment vous faire part de quelques éléments que je vais vous partager. J'aborderai notamment ma situation actuelle en Corée du Sud pour faire un petit état des lieux, un petit retour sur l'échange que j'ai eu avec Raphaël sur l'épisode précédent et je ferai la transition avec le PVT, le permis vacances-travail, en vous expliquant pourquoi il me semble intéressant d'aborder ce sujet. Une fois que je vous ai dit cela, ce que je peux vous partager, c'est ma situation actuelle en Corée du Sud. Donc ça fait 6 mois que je suis dans un projet d'une académie anglophone de football. Et nous aurions dû retrouver le chemin des écoles, puisque c'est là où nous intervenons principalement, cette semaine. Finalement, petit coup de tonnerre à Itaewon, j'espère que je le prononce bien, où eh bien, on a eu un petit souci. Itaewon, qu'est-ce que c'est? C'est un quartier de Séoul, populaire pour sa vie nocturne, restaurant, bar, discothèque. Une personne apparemment, non, c'est même sûr, une personne porteuse du virus s'est rendue dans cette soirée le week-end dernier et aurait été potentiellement en contact avec 5000 personnes, en se rendant a priori, selon les sources de la police, dans 5 établissements différents. Donc je vous laisse imaginer dans ces endroits confinés les potentialités d'être en contact avec de nombreuses personnes. Et ils sont capables de retracer un peu le parcours d'une personne, vous le savez, soit par la géolocalisation, c'est quelque chose qui est assez courant en Corée du Sud, ou notamment par l'utilisation des cartes de crédit. C'est aussi quelque chose qui se fait assez facilement. Le problème par rapport à cette situation, c'est que ce quartier extrêmement populaire est fréquenté par des jeunes coréens et coréennes de partout en Corée du Sud. Les jeunes viennent de toutes les villes de la Corée du Sud pour profiter de la vie nocturne coréenne. Ce qui signifie que les jeunes ont passé leur week-end et sont repartis ainsi dans leur ville. Donc potentiellement des personnes qui auraient pu être en contact avec cette seule personne doivent se faire dépister. Donc il n'y a pas la notion d'épicentre, ce qui est arrivé déjà à quelques reprises en Corée du Sud. Donc plus de difficultés à gérer, à géolocaliser un peu la source, les personnes pouvant être dispersées. Mais il y a un autre souci, c'est que durant ces soirées, c'était des soirées homosexuelles. Donc je rapporte les faits de façon factuelle, évidemment. Le souci de cela, c'est qu'en Corée du Sud, c'est pas très bien accepté. Ni par les familles, ni par le monde professionnel, par encore une importante partie de la population. Pas le cas de tout le monde, parce que je sais que j'ai l'impression que chez les jeunes générations, ça a tendance à changer, des discussions que j'ai notamment avec de nombreuses personnes que je côtoie régulièrement en Corée du Sud. Le problème, c'est que les jeunes qui ont passé, une majorité des jeunes qui ont passé leur soirée durant cette journée-là, cette soirée-là, outre le fait d'être repartis dans leur ville respective, n'osent pas aller se faire dépister. On ne sait pas s'ils sont porteurs du virus ou pas. Les raisons pourquoi, c'est que il y a des risques que ce ne soit pas accepté par la famille, il y a des risques de se faire un peu expulser de la cellule familiale, et même, alors je ne sais pas si c'est pire ou pas, c'est de se faire licencier. J'ai lu et on m'a raconté qu'il y a des chances, il reste des potentialités de se faire licencier pour une préférence sexuelle. Bon, bref, ça reste surprenant pour moi, mais c'est un fait en Corée du Sud. Après avoir dit cela également, il y a quelque chose qui est embêtant, c'est que
il y a notamment une phrase qui a fait les gros titres en Corée du Sud, c'est la chasse aux gays. C'est-à-dire que lorsque des personnes avaient potentiellement passé leur soirée à cet événement, on n'hésitait pas sur les réseaux sociaux à les signaler, à partager. Et c'était après une suite de lynchages publics sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà quelques fois que j'entends que cela arrive, cela commence à être monnaie courante, et j'imagine que pour les personnes qui vivent ça, ça ne doit pas être quelque chose de très agréable. Ça a été d'autant plus mal vu que de nombreuses personnes en Corée du Sud qui considèrent qu'ils se sacrifient depuis le début de cette épidémie, parce qu'ils s'autoconfinent, parce qu'ils arrêtent d'aller travailler, parce qu'ils réduisent leurs activités professionnelles, et que des jeunes fassent preuve d'irresponsabilité en continuant en allant en soirée, en continuant de se rendre dans des espaces très clos, en ayant probablement en buvant, en étant proches les uns des autres, dansant les uns des autres. Je vous Ça a été très mal vu en Corée du Sud, très mal vu, et il est même une question presque, je pense pas que ce sera le cas, mais on dit il faut que ces jeunes soient punis sévèrement. Bref, moi je suis pas là pour savoir qui est le fautif ou qui a raison ou qui a tort, évidemment. Il y a des choses que je ne maîtrise pas parce que c'est une culture différente de la mienne. La chose que j'ai été étonné, c'est, moi j'ai posé la question, je dis mais pourquoi ces établissements étaient encore ouverts? Bon, depuis les discothèques sont fermées maintenant, les restaurants restent ouverts. Mais de ce que j'ai compris, en fait, le gouvernement en Corée du Sud ne peut pas, c'est les mots qui m'ont été dits, prendre la responsabilité d'obliger les établissements privés à fermer. Ils partent du principe que si le gouvernement oblige les établissements privés à fermer, c'est ensuite de leur responsabilité. La seule chose qu'ils s'engagent à pouvoir faire, c'est des recommandations et des prérogatives. On vous recommande de éventuellement fermer ou de modifier vos horaires ou de mettre en place peut-être des règles pour modifier un peu votre organisation. Voilà. Bref, maintenant les discothèques sont fermées en Corée du Sud depuis une semaine. Donc bon, apparemment ça peut se faire. Mais contrairement à nous en France, on a dû tout fermer. Bref, donc c'était un peu, c'est un peu l'actualité qui a fait ces derniers jours, et ça me permet de partager un peu à quelques personnes qui sont revenues vers moi ces derniers jours pour me dire: «Ah alors, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? Bah dis donc, bon, je tenais à dire quand même que ça se passait très bien depuis 2 mois, qu'il y avait pas de confinement, bref. Bon, j'outrepasse ça, je ne souhaite pas vous ennuyer avec tout ça. Une fois que je vous ai partagé cela, je me permets de faire donc un petit retour avec l'échange que j'ai eu avec Raphaël, ce que ça me permet de me, ce que ça a permis de me mettre en évidence. Comme vous l'avez constaté, c'est un peu une reconversion professionnelle. Il avait d'autres diplômes, d'autres perspectives au préalable le concernant. Et puis finalement, il a eu cette possibilité, en partant en Australie, de pouvoir changer sa direction, de pouvoir se réorienter. Et ça a fait tilt par rapport à mon parcours, lorsque je me suis notamment retrouvé au Canada durant 3 ans, et qu'au bout de 2 ans et demi, l'espace de quelques mois, j'ai pu me retrouver coordinateur de projet dans une structure plutôt informatique où le cœur du projet c'était les moteurs de recherche, notamment dans le secteur privé. On s'entend que ça n'a pas grand-chose à voir avec le football. Puis finalement, je me suis retrouvé avec mon plus grand plaisir à travailler avec des gens que j'appréciais énormément. Et je pense que je n'ai pas été évalué et recruté sur mes compétences techniques,
mais plutôt éventuellement, si avec le recul, je me trompe peut-être, mais plus sur des qualités ou plutôt des compétences humaines pour que cela reste le plus humble possible quand même, et plus sur un rapport de confiance et la certitude que j'allais être dans l'apprentissage. Donc c'est un peu le lien que je fais avec l'aventure de Raphaël où je suppose qu'il n'y avait pas dans ce cas-là la notion de confiance, parce que moi je connaissais les personnes avec qui j'ai travaillé au Canada depuis quelques années, mais en tout cas sur les autres aspects, notamment les compétences humaines et la notion que, eh bien, il n'est pas nécessaire de forcément avoir les diplômes et l'expérience, et que dans la mesure où on s'engage par la suite à faire ses preuves, eh bien, on a toutes ces chances de pouvoir être recruté et du moins d'avoir ces chances de pouvoir essayer. Donc c'est un peu le lien que c'est un peu le lien que j'ai fait et puis probablement que j'apprends pas grand-chose à trop le monde en disant ça, mais c'est vrai que c'est une culture intéressante, je dis pas que le Canada et l'Australie, c'est la même chose, mais avec, ce qu'on a déjà entendu par le passé, ce que j'ai déjà entendu par le passé, notamment, hem, du côté de l'Angleterre, eh bien, il y a des choses qui semblent se retrouver dans la culture un peu, britannique. Bref, cette opportunité a pu se réaliser pour Raphaël avec la notion de PVT. C'est là où je fais la transition. Pourquoi il me semble intéressant de partager à ce niveau-là? Je vais essayer de pas être trop long évidemment, de ne pas vous endormir. Ce PVT, autrement dit permis vacances-travail en français, pour les francophones plutôt, ou Working Holiday Visa. J'espère que mon anglais vous conviendra. Euh, c'est un permis de travail qui s'obtient dans la plupart des cas assez facilement et il me semble intéressant de partager parce que dans le cadre de mon projet en Corée du Sud notamment, j'ai eu l'opportunité et la possibilité de pouvoir partager, partager le fait que dans notre projet, nous étions à la recherche, de plusieurs personnes pour agrandir le projet et on m'a demandé dans mon entourage, de partager cette offre et si jamais, cela pouvait intéresser des gens. Alors, il s'avère que ça m'a intéressé, donc je me dis: «Peut-être que ça en pourrait en intéresser d'autres». Hem, du coup, j'ai partagé à mon entourage, mais j'ai aussi pris l'initiative de partager sur différents groupes sociaux, sur différents réseaux sociaux, mais également en contactant, différentes universités avec des profils qui me semblaient adéquats à cette opportunité. Donc soit des personnes qui étaient, dans des universités de langue, en apprentissage éventuellement de langue asiatique ou du coréen et qui auraient pu avoir un profil un peu sportif, un peu enseignant, qui pourrait être intéressé à l'idée de pouvoir faire un stage de quelques mois en immersion en Corée du Sud, ou alors directement des profils plutôt entraîneurs, des entraîneurs fédéraux, ou alors des entraîneurs, des éducateurs en devenir, en contactant, soit des universités ou des écoles de formation pour les futurs enseignants, ou alors pour, les universités où il y avait des STAPSiens. Donc des STAPSiens, des gens qui vont plutôt intervenir dans, soit la préparation physique, soit l'enseignement du sport, de l'éducation physique dans les écoles, ou alors pour, la réathlétisation, ou pour alors la rééducation. Vous l'aurez compris, des intervenants dans le domaine du sport. Durant ces 5 derniers mois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec, une cinquantaine de personnes, je pense, plus ou moins, et parmi ces personnes, il y avait, je pense, à minima
70 à 80% des personnes qui n'étaient pas au courant de cette notion de PVT. Alors je pense que c'est pas grave, mais il s'avère que moi j'ai découvert ça à 28 ans et je pense que je n'aurais pas dit non à la possibilité de découvrir ça un peu plus tôt. Alors dans le cadre de mon projet en Corée du Sud, ce n'est pas rédhibitoire. Il y avait avant le coronavirus et il sera probablement le cas après lorsque les choses, si elles redeviennent à la normale, de pouvoir venir sans visa. Il y a la possibilité de venir très facilement en Corée du Sud sans visa pendant 3 mois et de rester sur le territoire, notamment par le luxe d'avoir le passeport français. Mais il y avait la possibilité aussi de venir avec un PVT coréen, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que pour mon aventure, il me semblait judicieux, lorsque je prenais contact avec un éventuel stagiaire qui souhaitait venir avec nous, pour 2 mois, 3 mois ou plus, 6 mois, de lui mentionner qu'il y a cette possibilité de PVT en Corée du Sud. Et que ça peut un peu changer la donne, dans la mesure où c'est gratuit, que cela s'obtient en quelques jours, et que ça ne demande pas énormément d'organisation. Et qu'au moment où on l'obtient, il y a la possibilité de rester sur le territoire au moins 1 an. Enfin, il y a la possibilité de rester 1 an, de pouvoir y voyager et y travailler. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'obligation de rester dans ce projet-là pendant 1 an, mais ça laisse la possibilité de venir, de pouvoir intervenir quelques mois, quelques semaines, puis après de se déplacer, de changer de ville, d'aller travailler ailleurs, éventuellement de changer de projet, éventuellement de voyager. Surtout de travailler pour, on va dire, renflouer un peu le porte-monnaie, puis de pouvoir faire en sorte que le voyage soit un peu plus long. Donc c'était l'idée de ma démarche à chaque fois que j'étais amené à en parler, mais il n'y avait rien évidemment d'obligatoire. Donc ce qu'il faut signaler avant que je rentre un tout petit peu plus en détail, c'est que moi je ne suis pas un expert du PVT, il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. À ce moment-là, si jamais vous êtes sensibilisé par rapport à ça, je vous oriente éventuellement je vous réoriente plutôt sur soit des chaînes YouTube, des vidéos YouTube, des groupes Facebook, et éventuellement, et surtout, le site pvtiste.com, où là, moi, je me rends assez régulièrement, notamment en ce moment, pour voir l'évolution des conditions dans les différents pays qui sont bien plus armés pour répondre à toutes les questions, si jamais vous en avez. Éventuellement, si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de partager à ce niveau-là. Moi, c'est un réel plaisir, depuis que j'ai découvert ça, de pouvoir utiliser ces opportunités, de pouvoir profiter. Pour parler brièvement de PVT, pour pas que ce soit trop long, alors, qu'est-ce que c'est? Le PVT, c'est un permis de travail, c'est un visa qui s'obtient assez facilement pour permettre à des jeunes entre 18 et 35 ans, oui, je considère qu'à 35 ans, on est toujours jeune, bon, c'est pas mon cas, mais de pouvoir voyager et travailler facilement dans différents pays du monde. Quels pays? Alors, je peux les lister. Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil, Japon, Pérou, Corée du Sud, Hong Kong, Mexique, Belgique, Russie, Taïwan, Colombie, Uruguay, Chili et la France. Ça veut dire que l'ensemble des personnes de ces différents pays peuvent transiter entre ces différents pays sous certaines conditions. La plupart du temps, elles sont assez faciles à respecter, notamment en tant que Français, pour l'instant, c'est la seule chose que je peux dire. Mais les échanges sont, enfin en tout cas, les personnes de ces différents pays peuvent obtenir ces visas-là pour pouvoir voyager et travailler. Alors, je rentrerai évidemment pas dans les détails parce que c'est pas l'idée du podcast, et ce serait probablement impossible parce que à chaque accord entre deux pays, les conditions sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'en tant que francophone, si on souhaite aller en Argentine ou en Brésil, c'est différent. En tant que Canadien, si on souhaite aller au Brésil et au Japon, c'est un peu différent.
C'est des accords entre les pays comme ça. Ce que je peux signaler, c'est que la plupart de ces pays, c'est entre 18 et 30, mis à part l'Australie, le Canada et l'Argentine, qui sont jusqu'à 35 ans pour les Français. Donc je dis ça parce que c'est mon cas. Il faut signaler aussi que la plupart sont gratuits, mis à part Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, mais qui sont pas excessivement chers, c'est moins de 300 euros, si je dis pas de bêtises, à peu près, il faut se renseigner, mais c'est à peu près ça. Et que, à la rigueur, ce qu'il y a de plus cher, c'est l'assurance, il y a différentes assurances, notamment pour les PVTistes, qui peuvent être prises pour 1 an ou 2 ans. La plupart de ces visas sont d'1 an. Il y en a quelques-uns qui sont 2. Donc le Canada, il me semble que c'est 2. L'Australie, ça peut être 3. Donc voilà des petites notions comme ça. Je sais que la Nouvelle-Zélande, ça peut être 12 mois plus 3 mois prolongeables. À signaler aussi, par exemple, la notion de quota. C'est beaucoup plus difficile. Enfin, les quotas sont constamment atteints pour les Français qui souhaitent se rendre au Canada. Et la première fois, en 2019, les quotas pour se rendre au Japon ont été atteints. Il me semble qu'il y a 1500 ou 2000 places qui ont été atteintes, c'était la première fois. Pour tout ce qui est le reste, pour tout ce qui concerne les autres pays, les destinations n'ont jamais été atteintes. Pardon, les quotas n'ont jamais été atteints. Donc ça, c'est important de le signaler. Tac, tac, tac. Je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. Je regarde mes notes. Ah oui, une dernière chose et non des moindres concernant le budget. J'ai mentionné l'assurance qui était plus ou moins accessible selon les personnes, le coût de certains permis, donc notamment Nouvelle-Zélande, Australie et Canada, encore une fois plus ou moins accessible selon les personnes. Je pense qu'on n'a pas le même budget quand on a 18 ans et quand on a 30 ans. Il y a aussi le prix du billet d'avion qui est à considérer. Qui est peut-être probablement la partie du budget la plus importante. Mais en fait, il y a aussi une notion par rapport au budget, c'est que pour obtenir ces permis, il faut avoir sur son compte en banque la plupart du temps un certain montant. Donc en gros, je pense que les pays souhaitent se prévaloir, se protéger contre des personnes qui voyageraient avec peu d'argent, d'accord, pour ne pas avoir à les entretenir, si j'ai bien l'impression. Mais c'est surtout qu'il y a une notion de permis travail et vacances. Et en gros, c'est de venir avec un certain budget pour pouvoir le dépenser durant ses vacances. Il y a vraiment une notion de tourisme, pardon. Et je me souviens notamment lorsque j'ai été à l'ambassade de Corée à Paris, l'ambassade coréenne à Paris, où c'était un élément très important, et qu'il y avait la dame qui était au guichet qui avait mentionné à un monsieur, sous un ton d'ailleurs un petit peu houleux, que c'est pas à la Corée du Sud de payer les vacances du jeune en Corée du Sud. Donc ça m'avait un petit peu marqué. Pour le coup, je m'en souviens très très bien. Mais voilà, c'est peut-être qu'une anecdote, mais en tout cas, c'est ce qui avait été dit. Et je m'en souviens bien qu'en Corée du Sud, ils y avaient donné une importance particulière, contrairement au Canada, où je me souviens pas que cela avait été vraiment décisif. Bref, voilà la dernière chose que je pouvais partager à ce niveau-là. Autre chose à signaler, c'est que par rapport au Canada, il y a des conditions un petit peu différentes. C'est qu'il y a la possibilité de se rendre au Canada soit en stage aussi, ou alors par le biais du jeune pro. Pour ce qui concerne les stages, ce qui peut être intéressant de partager à ce niveau-là, c'est de prendre contact avec l'OFQJ, l'Office franco-québécoise de la jeunesse. C'est comme ça que moi je me suis rendu au Canada. C'est par cette opportunité-là que j'ai pu me rendre au Canada. Ou alors, il y a le jeune pro, et ça me permet de faire la transition. Les différentes façons de pouvoir vivre cette expérience, c'est soit d'avoir une opportunité d'emploi avant de partir, en ce qui concerne le Canada. C'est ce qui permet d'obtenir le jeu professionnel, c'est-à-dire que c'est un visa de 2 ans qui vous lie uniquement à un seul employeur. Ou alors, d'obtenir un visa de travail, un PVT, et de se rendre dans le pays et ensuite de trouver éventuellement un employeur sur place. Ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est deux expériences un peu différentes avec ses avantages et ses inconvénients. Vous vous doutez qu'il y a un côté rassurant, mais le fait d'être lié à un seul employeur, ça a été mon cas et j'avoue que je ne souhaite
plus maintenant rééditer cette expérience-là, mais c'est uniquement mon expérience et mon point de vue. Ensuite, il y a aussi 2 façons de vivre l'aventure. C'est soit de prendre ou de choisir une ville ou une région où il y a la possibilité de tomber avec des personnes qui vivent la même aventure que vous, que moi, que nous, avec, c'est-à-dire en tant que Français, de retrouver des francophones ou en tant qu'occidentaux, européens, de retrouver des Européens. Peut-être qu'au Canada, dans un pays qui peut avoir des francophones, on pourrait se sentir proche de retrouver des Français, ou peut-être qu'en partant en Corée du Sud, on pourrait se sentir proche de retrouver éventuellement des Européens, peut-être, et également des Français, des francophones. Ces 2 façons, je pense qu'il n'y en a pas une mieux que l'autre, mais c'est vraiment chacun son aventure, chacun son, son, son projet avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Dans mon cas, je suis parti au Canada grâce à l'OFQJ. Ça, c'est mon aventure. En ayant déjà un stage. Donc ça, c'est facile. Ensuite, j'ai pu rester et retourner au Canada grâce aux jeunes professionnels. Donc retourner au Canada avec une offre, avec un visa pendant 2 ans, avec ses avantages et ses inconvénients. Et après la Corée du Sud, j'ai eu la possibilité de partir en Corée du Sud, d'obtenir un visa assez facilement, également gratuit cette fois-ci, en moins d'1 semaine, mais sans employeur. Mais après, j'avais déjà un contact qui m'a permis de trouver une opportunité comme celle que je vis actuellement. À savoir que, si jamais il y en a qui se posent la question, je suis parti en Corée du Sud en ayant un PVT Corée du Sud et un PVT Japon. C'est-à-dire qu'avant de partir à Paris, j'ai réalisé les 2 en l'espace de 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, et apparemment ça ne leur a pas posé de problème. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis présenté à l'ambassade de Corée à Paris, avec un PVT Japon sur le passeport, j'appréhendais le fait qu'ils puissent me dire monsieur Horacik, je comprends pas, vous partez au Japon ou en Corée du Sud? J'appréhendais un petit peu, puis finalement c'est passé, dans la mesure où moi, comme je partais en Corée du Sud, pays voisin séparé uniquement par la mer du Japon, je me suis dit tant qu'à faire, autant avoir les 2, j'aurais que à prendre le bateau ou l'avion pour éventuellement passer quelques mois dans un pays et puis dans l'autre. Donc ça, c'est ma stratégie, apparemment c'est passé. Une fois que j'ai dit tout ça, j'ai encore constaté que je suis encore long, c'est pas évident de faire court finalement. J'espère que je vous en aurai pas ennuyé en tout cas. Ce qui est certain, c'est que si vous sentez que ce partage d'expérience peut intéresser quelqu'un autour de vous, un membre de votre famille, un cousin, un frère, un collègue de travail, un camarade de classe, je sais pas, un jeune que vous croisez, que vous entraînez, qui peut être intéressé, voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode. Découvrir cette opportunité pour moi a été une réelle opportunité et j'espère que cela pourra au moins servir à une autre personne. J'en serai le premier ravi. Après avoir dit ça, il est possible peut-être que vous ayez des questions. Si jamais c'est le cas, eh bien, je me ferai un plaisir d'y répondre, sans oublier que je ne suis pas un expert. Il y a des plateformes beaucoup mieux renseignées, beaucoup mieux armées pour vous répondre. Mais en tout cas, normalement, sauf erreur de ma part, à chaque épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast, comme peuvent l'être PodCloud, Podcast Addict, SoundCloud, Spotify ou bien Podcast Tracker, ou sur les vidéos YouTube que je poste, il y a notamment des informations pour pouvoir me joindre. Donc, si jamais c'est le cas, je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Et mon réveil qui se met en marche pour me rappeler qu'il est un petit peu tard et qu'il est temps d'aller se coucher. Oui, je vais quand même clôturer cet épisode. Et donc, c'est l'occasion pour moi de clôturer ma journée. Et en attendant, je vous donne tout de même rendez-vous dans le prochain épisode où je vous emmène à la rencontre de monsieur Vasil Lavric
à l'occasion de différentes expériences de football, différentes expériences professionnelles, que ce soit en région parisienne, en Moldavie et au Portugal. En attendant, comme vous le savez, prenez soin de vous et à très bientôt.